Alors oui, il y a le record, il y a 19 sur 25. Et 19 sur 25, ça veut dire que j'ai pris 25 shoots. Et j'en ai raté 6. Ah, je me suis pas attaqué au, je suis pas attaqué au plus petit. Bah après, ils te regardent d'une certaine manière, forcément. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'ailier droit de la team Chambé et nouvellement international français, Benjamin Richert. Donc ça fait 3 saisons que tu es dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat. Je me suis plutôt dit que c'était important d'avoir une palette de shoot variée pour pouvoir me sortir de situations complexes. Tu as été aussi meilleur ailier droit 2023-2024 de All-Star League. Mais le plus dur là-dedans, c'est de faire saison après saison. J'avais envie de revenir sur un record que tu détenais, du nombre de buts marqués sur un match de Star League. J'ouvre le chapitre équipe de France. Tu as fait ta première apparition en janvier. Chaque été, on se remettait des prépas dans la gueule, entre guillemets. On a quand même fait des sacrifices parce que tu fais moins la bringue que tes copains qui sont au lycée avec toi. Il y a même certains coachs comme Eric qui s'étaient amusés à les intégrer dans l'entraînement, c'est-à-dire qu'on faisait des périodes jouées et ils disaient pour valider une période jouée, il faut que... Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 février 2025 et nous nous retrouvons ici au phare à Chambéry pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'ailier droit de la team Chambé et nouvellement international français, Benjamin Richert. Comment vas-tu, Benjamin ? Ça va très bien, ça pourrait aller un peu mieux parce que je suis blessé ces dernières semaines. J'espère retrouver le terrain rapidement, mais globalement ça va plutôt bien. Bon, est-ce que tu es prêt à nous partager un peu ton parcours de progression et les raisons qui font que tu as atteint ce niveau-là aujourd'hui ? Ouais, carrément. Je vais essayer de tout vous raconter en détail et j'espère que ça va vous intéresser. Ok. Tout d'abord, je souhaitais remercier Mizuno, la marque de produits de handball notamment qui conçoit des chaussures, qui a organisé cette rencontre. Je voulais aussi remercier la team Chambé et le phare pour son accueil, pour pouvoir tourner cette interview aujourd'hui. Et merci à vous, l'audience, de nous suivre. Si vous voulez soutenir la production de ce contenu, je le produis dans le cadre d'une activité de vente en ligne, un site internet qui s'appelle shop-hand.com. Chaussures, textiles et accessoires, tous les produits que vous pouvez retrouver sont en stock dans nos locaux. En 2025, nous continuerons d'offrir la livraison et le retour des 70 € de commande, ce qui vous permet, si vous avez un doute sur votre pointure, de commander sans risquer de renvoyer les chaussures à vos frais. Voilà, notre satisfaction client. Nous sommes à 592 avis clients avec une note moyenne de 9,8 sur 10. Donc nos clients sont satisfaits et nous le font savoir. Voilà pour cette petite intro. Un petit moment pub. Maintenant, on va parler plus, on va rentrer plus dans le vif du sujet sur le handball. Merci une nouvelle fois, Benjamin, d'avoir accepté cette interview. Je vais te demander de te présenter. J'ai été grappillé beaucoup d'informations, mais je pense que c'est toi qui saura le mieux te présenter, ton parcours, comment tu as débuté dans le handball et un peu ton parcours, si tu pouvais rapidement nous le brosser un petit peu. Benjamin Richert, je suis originaire d'Alsace, fier d'être alsacien, strasbourgeois plus précisément. J'ai commencé le handball relativement tôt, aux alentours de mes 4 ans. Avec mes frères. J'ai 2 grands frères et j'aimais bien les suivre à la salle et au bout d'un moment la coach qui était ma tante et la maman de Laura Flip a décidé de me garder parce que je voulais jamais repartir avec ma maman, donc elle a dit bon allez je te garde à l'entraînement, donc j'ai commencé vers les 4 ans et demi à dribbler avec la balle et j'ai jamais quitté le handball. J'ai fait d'autres sports en parallèle pour essayer, mais c'est toujours le handball qui a gagné. Et c'est sûr que après j'ai commencé à Lingolsheim dans le club un peu familial en banlieue de Strasbourg. Et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, un peu, on va dire, chemin classique qu'on connaît tous, pôle, équipe de France jeune, centre de formation, puis professionnel. Ok, donc
Lingolsheim, Strasbourg, Créteil en 2016, centre de formation à Créteil. C'est ça, avec malheureusement une rupture du ligament croisé antérieur à la fin de Créteil. Puis ton arrivée à Chambéry en 2018, c'est ça, à l'âge de 20 ans? C'est bien ça, ouais, j'ai fait tout ce parcours un petit peu au fur et à mesure. J'ai joué un peu à Strasbourg et j'ai commencé à toucher le milieu professionnel à Strasbourg. On était en D2, c'était les SAB. Après, derrière, centre de formation à Créteil, 2 ans, puis ça fait maintenant, c'est ma 7e saison pro à Chambéry. Ok. Et donc tu débutais à Chambé et en même temps tu as joué la finale de la Coupe du Monde contre la Croatie avec les juniors. Ouais, en parallèle, il y avait l'équipe de France avec Valentin Kiefer. On s'est suivi, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est suivi au fur et à mesure des générations, parce qu'il est aussi strasbourgeois et on a été au pôle ensemble, on a été en équipe du Bas-Rhin ensemble. Du coup, on s'est suivi au fur et à mesure jusqu'à maintenant jouer ensemble à Chambéry. Donc voilà, c'est. Et donc saison 2020-2021, après le départ de Faroudine Melic, tu récupères le poste de titulaire donc, sur l'aile droite. Pour terminer cette intro, donc, tu viens de signer au MHB pour les 3 prochaines saisons. Voilà pour parfaire la présentation de ton parcours. On va parler de Team Chambé, 13e actuellement de l'Iki Star League. 12 points, 6 victoires, 11 défaites. Il y a le premier relégable Istres qui est seulement à 3 points. A priori, ce n'est pas la saison que vous espériez en début de saison. Il y a quand même une éclaircie qui s'entrevoit visiblement sur les derniers matchs. Victoire à Dunkerque en coupe, contre Ivry en championnat. Et une courte défaite à Limoges, mais encourageante dernièrement. Est-ce que tu peux parler un peu de l'état d'esprit du groupe avant le match ce soir face à Toulouse? Donc on est vraiment juste avant le match ce soir à Toulouse, où Benjamin malheureusement est blessé, donc il pourra pas prendre part à la rencontre. Mais néanmoins, quand tu t'entraînes quand même un peu avec le groupe malgré ta convalescence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'état d'esprit du groupe, donc déjà sur la saison et par rapport au match de ce soir? Ouais, c'est saison un peu complexe. On a eu pas mal de changements au sein du club, et mais également aussi des facteurs un peu extérieurs qui n'ont pas été faciles cette saison. Mine de rien, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'abnégation dans notre travail et ça se voit au fur et à mesure de nos rencontres. On continue à progresser en équipe. Certes, on n'a pas les résultats qu'on voudrait, mais on n'a jamais été très loin. On a eu beaucoup de défaites qui se sont jouées à quelques buts sur ce début de saison, et je pense qu'il y a beaucoup la confiance qui joue là-dessus. On essaye de retrouver justement cette confiance collective, et ce début de saison, ce début d'année, on va dire, civile, plutôt rassurante. On est sur le bon chemin. C'est sûr que on n'est pas satisfait de notre place au classement, mais vous avez parlé de ce qu'il y a, on va dire, derrière nous. Nous, on préfère regarder ce qu'il y a devant nous. On n'est pas loin non plus de Aix-en-Provence, par exemple, ou des clubs qui sont vraiment dans la première partie de classement. Mais cette année, le championnat est tellement complexe, on est tellement tous serrés que en 3 matchs, on peut se retrouver propulsé dans la première partie de classement. Donc voilà, je pense que c'est loin d'être fini. Mais c'est sûr que les points sont importants. On est à la recherche de points, et ça commence dès ce soir, notamment, qu'on reçoit Toulouse. Toulouse qui est en pleine Coupe d'Europe, qui est relativement en confiance aussi, mais qui accumule forcément de la fatigue parce qu'elle joue l'Europe. Alors nous, on a à cœur justement d'essayer de jouer et de jouer sur un rythme qui peut alors poser problématique. Et du coup, je pense que l'équipe a bien travaillé ce match, et il vaut vraiment à cœur d'avoir une victoire ce soir, et notamment devant notre public. C'est important pour nous. Ok, petite revanche sur les 40 buts encaissés en décembre, tu penses? Est-ce que l'équipe va être un peu revancharde par rapport à ce match fin décembre? Le match de fin décembre, il est pareil, il est particulier parce qu'on décide à la fin de tenter un coup et de faire une 1-5, et on prend pas mal de buts sur cette 1-5. Alors qu'à 5-6 minutes de la fin, on était encore à -2, -3. Et alors oui, on a encaissé beaucoup de buts, mais avec tous les blessés qu'on a, on est obligé de faire des choix tactiques. Et des fois, ces choix tactiques ne sont pas forcément payants. Et du coup, oui, on prend 40 buts, mais on fait une 1-5 qu'on n'avait pas beaucoup travaillé et qui n'a pas forcément fonctionné. Mais c'est pas forcément ça qu'il faut retenir. Moi, je pense que
là, on joue Toulouse qui est européen. Nous, on n'est pas forcément au niveau auquel on espère être, mais on s'accroche et on tend à être. Et je pense que c'est bien de jouer des équipes comme ça, c'est toujours moteur et une victoire peut faire basculer une saison. Donc, Ça marche. j'y crois. Et justement, le mois de mars, Nîmes, Istres, Dunkerque, c'est quelque chose sur lequel vous vous projetez déjà ou pour l'instant vous êtes juste focus sur Toulouse, vous prenez match par match Ouais, on est match par match parce que, comme j'ai dit, déjà cette saison elle est vraiment particulière, même quand on regarde le classement. Et je pense que là, par exemple, on cite cette semaine, mais Cesson vient de perdre contre Ivry. C'est que tout est possible et que du coup, voilà, match par match, accumuler le maximum de points. Et je pense que c'est vraiment à la fin de la saison qu'on pourra dire bon, bah voilà, on espère être à cette place-là. Mais là, c'est un peu compliqué pour dire ça. On va rentrer sur un aspect statistique plus personnel. Donc ça fait 3 saisons que tu es dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat. Actuellement 10e cette année, donc malheureusement avec 2 matchs en moins parce que les 2 derniers tu les as pas joués. 6e l'année dernière, 4e il y a 3 ans. Donc tu as entre 60 et 70% de réussite au tir. Et ça fait 5 saisons que tu oscilles plus ou moins à 6 buts par match en moyenne. Comment toi tu as travaillé l'aspect offensif de ton jeu? Quelles sont tes forces et comment tu les exploites et qu'est-ce que tu mets en place pour les entretenir au quotidien, toutes ces forces-là? Alors, c'est au fur et à mesure des saisons, j'essaye de progresser sur on va dire, des points faibles et de continuer à progresser parce qu'il n'y a pas d'âge pour progresser. Je pense que le plus dur dans une carrière, c'est la régularité. Et c'est la régularité chaque saison de reproduire une performance. Et ça, c'est ce qui est vraiment le plus dur. Et c'est beaucoup de prep mentale aussi. Donc ça, je l'ai intégré aussi dans mes outils moi, de travail. J'ai intégré la prep mentale et qui m'aide beaucoup, au-delà de la préparation technique et physique. Et je trouve que ça m'amène des clés aussi dans mon jeu. Je, Si je dois me décrire, c'est sûr que on va dire que je suis un buteur et le buteur de l'équipe, mais moi j'essaye de gagner en efficacité. Cette saison, ça a été particulièrement plus dur en termes d'efficacité. J'essaye d'augmenter, d'avoir ce rôle de buteur tout en étant efficace. Et ça c'est dur parce que quand on a un rôle de buteur, on est beaucoup exploité, on a beaucoup de ballons et c'est dur d'avoir un niveau on va dire, d'efficacité constant. Ouais, sur Et 45, 50, 55 minutes par match, voilà, effectivement. c'est compliqué. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est là où je dois encore gagner en maturité et et progresser, c'est d'être tout au buteur, donc et de continuer à être buteur, mais encore plus efficace. Donc et du coup marquer davantage de buts, hein, forcément. Mais il y a aussi après l'autre côté du terrain où l'aspect défensif qui est super important. Et plus on monte en niveau, plus c'est important, et plus on voit que c'est à ce niveau-là que les détails comptent. Donc voilà, il y a encore plein de points où je dois progresser. Et c'est sûr que les stats, c'est une chose, mais il y a aussi L'apport collectif. voilà, l'apport collectif, le reste, même le côté leadership, le côté pas mal de choses voilà, qui sont importants. Et donc, voilà, les stats, ça paraît un peu bizarre, mais je ne prête pas trop attention. Alors c'est sûr que c'est important, il faut regarder, et n'empêche, c'est des stats, c'est des faits, voilà, faut les regarder et voir, parce que ça permet d'avoir un peu des critères de progression, comme je dis, d'efficacité, mais pas que ça, c'est pas le plus important. Tu parlais de la régularité et être constant année après année, saison après saison. Tu travailles 2 fois plus à l'entraînement, tu te mets des séries de jets de 7 mètres à la fin de l'entraînement avec les gardiens. Quoi. Concrètement, toi, comment tu travailles cet aspect-là? Qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de maintenir ou de progresser à ce niveau-là? Bah, maintenir, c'est continuer en fait à garder ses qualités, à renforcer ses points forts, tout en rehaussant les points faibles. Et en fait, là-dessus, comme j'ai dit, il y a le point de vue technique, donc continuer à apprendre techniquement, que ce soit en défense ou en attaque, c'est-à-dire sur des repères et se fixer des objectifs en fait saison après saison de progression et court, moyen, long terme. Et il y a aussi l'aspect mental que j'expliquais tout à l'heure qui est vraiment super important parce qu'en fait il faut avoir une remise en question et cette remise en question quand tu es sportif c'est très important. Cette remise en question elle doit être mesurée, c'est-à-dire pas forcément avoir une trop grosse remise en question parce que ça peut jouer un peu sur la confiance, mais en même temps il faut savoir repartir.
Dès Pour qu'on pouvoir doser un peu dès qu'on a fini une cet saison, il aspect faut se dire bon bah t'es satisfait de cette saison-là, peut plus ou moins, mais repartir sur la suivante. Donc c'est passé, c'est derrière. Et continuer à aller de l'avant. Et ça, des fois, c'est un peu dur. Parce qu'une saison, on peut le faire, une très bonne saison. Je vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais on peut le faire. Mais le plus dur là-dedans, c'est de faire saison après saison. Et ça, c'est le plus dur. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ok. Au niveau de tes tirs, j'ai vu que tu avais une grande variété de tirs dans ta palette. Mais est-ce que tu as des tirs préférentiels ou techniquement, qu'est-ce que tu as mis en place pour travailler des shabs, des roucoulettes J'ai vu que les shabs revenaient peut-être un peu plus souvent pour sortir de situations un peu compliquées avec des angles fermés ou autres. Bah, c'est marrant parce que j'ai beaucoup quand j'étais jeune, des fois on me banalisait à ça, on me disait ah c'est un mec qui fait des beaux gestes et tout ça. Moi je me suis plutôt dit que c'était important d'avoir une palette de shoot variée pour pouvoir me sortir de situations complexes et qui va me permettre d'être efficace. Et du coup j'ai travaillé pas mal la gamme de shoot pour pouvoir me sortir de situations complexes et de jouer sur ces qualités-là. Et du coup, je peux pas dire que j'ai un shoot préférentiel. Alors forcément, il y a des shoots qui reviennent plus souvent que d'autres ou des impacts qui ont préférentiel, mais en fait, au fur et à mesure des saisons, il y en a qui vont revenir. Il y a la roucoulette, il y a des mois où je vais être plus efficace sur mes roucoulettes, donc je vais utiliser ce shoot-là. Et à un moment où ça va être moins efficace parce que pas que je le maîtrise moins, mais que je suis moins à l'aise sur ce moment-là, donc je vais préférer le premier poteau ou le deuxième poteau. Ça varie tellement, selon les gardiens, aussi, selon les équipes, selon le moment, l'état physique, l'état psychologique. Et du coup, c'est bien par contre d'avoir, on va dire, ce bagage. Toute cette palette, parce qu'au ça, moins. c'est important. Puis du coup, tu fonctionnes aussi, j'imagine, un peu à l'intuition. Tu vois par rapport à ce que te propose le gardien, parce que le gardien aussi peut changer. Il peut être stéréotypé, mais il peut aussi changer. J'analyse beaucoup avec mon gardien à moi en disant toi, d'un point de vue gardien, qu'est-ce que tu penses du gardien adverse? Sur les 3 derniers matchs, j'ai shooté comme ça. Forcément, ils font de la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, derrière, il me donne son avis et il me donne son ressenti. Je le prends en compte et je prépare mon match comme ça en disant, bah voilà, je sais, dans un coin de ma tête, je sais que j'ai fait ça sur les 3 derniers matchs. Je sais potentiellement sur quoi il peut m'attendre. Et du coup, des fois, je joue là-dessus. Notamment sur les jets de 7 mètres, c'est aussi important. Mais après, il faut aussi laisser l'intuition et laisser aussi le moment. C'est sur le moment quand tu sautes et tu vois. Et c'est un jeu. Hein, moi, je vais t'emmener là et je vais te la mettre là. Donc ça reste un jeu et c'est ça qu'il faut garder, ce jeu. Hein, et ça, c'est important. Et les jets de 7 mètres, plus spécifiquement, est-ce que c'est beaucoup de répétitions à l'entraînement? Tu as un certain sang-froid quand même sur les impacts que tu choisis sur les jets de 7 mètres. Pareil, c'est quelque chose que tu travailles spécifiquement à l'entraînement? Alors ça varie beaucoup. Moi je les travaille toujours veille de match. J'aime les travailler veille de match en me mettant dans ma bulle, en faisant le dernier entraînement de la semaine. Je me mets avec un gardien et on fait des répètes. Ça j'aime bien parce que ça me permet de faire les routines. Et j'aime bien aussi généralement, je demande au coach dans les situations jouées à l'entraînement de les mettre. C'est-à-dire quand il y a une grosse faute, qu'il y a penalty, bah on le tire. Parce que ça nous permet aussi de mettre en situation de match et en situation de lucidité aussi. Parce que c'est sûr que si on en répète à la fin de l'entraînement mais qu'on est reposé, plus calme, c'est pas la même chose que quand tu viens d'enchaîner 3 contre-attaques et que tu dois... Et le cardio, et qu'il y a le cardio qui a monté. Donc ça c'est aussi important. Moi j'aime bien les mettre en situation d'entraînement. Et généralement les coachs répondent favorablement à ce genre de situation. Il y a même certains coachs comme Eric qui s'étaient amusés à les intégrer dans l'entraînement, c'est-à-dire qu'on faisait des périodes jouées et il disait pour valider une période jouée, il faut qu'ils mettent un penalty à la fin. Okay. Et donc il rajoute cette pression, c'est-à-dire que cette pression de résultat. Et ça je trouve ça pertinent parce que ton équipe, elle vient de galérer à mettre 2 buts et si tu veux valider le point, tu dois mettre ton jet de 7 mètres. Donc tout repose sur ton jet de 7 mètres. Okay. Donc tout ce que tu as fait avant à l'entraînement. Pression donc, supplémentaire. Cette pression déjà des coéquipiers qui sont dans l'attente, qui viennent de défendre et attaquer entre guillemets pour le résultat. Et toi, tu dois mettre ces derniers pénaux. Et je trouve ça pertinent parce que ça te permet d'avoir en plus ce côté pression que tu peux avoir avec le public et cette pression de résultat. Mais là, plus c'est aussi la pression des coéquipiers du coup, parce que si tu ne marques pas, t'annihiles. Après, ils te regardent d'une certaine manière, forcément. Bon, alors tu m'as dit que les stats c'était important, plus ou moins, il fallait quand même mesurer. Mais j'avais envie de revenir sur un record que tu détenais, du nombre de buts marqués sur un match de Star League.
Donc c'était il y a un an, le 10 février 2024, avec Chambéry face à ton ancien club et club formateur Créteil. Tu mets 19 buts dans un match où Chambéry l'emporte, donc 40-39. 12 sur 17 dans le jeu, 7 sur 9 au jet de 7 mètres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'état d'esprit dans lequel tu étais pour ce match et quelles étaient tes motivations par rapport à ce match et un peu comment tu l'analyses aujourd'hui, un an après? Bah forcément, déjà c'est toujours une part un peu de motivation quand tu joues contre ton club formateur. J'adore revenir jouer à Créteil parce que j'ai de très bons souvenirs là-bas et j'ai encore pas mal de connaissances là-bas. Et donc c'est toujours un peu, il y a toujours on va dire une part d'excitation. Malgré le fait que ça fait 6-7 ans que j'ai quitté le club. Mais du coup, il y avait cette part d'excitation. Mais ce match, il m'a pas mal servi pour après. Parce que, alors oui, il y a le record. Il y a 19 sur 25. Et 19 sur 25, ça veut dire que j'ai pris 25 shoots. Et j'en ai raté 6. Et moi, c'est ce que j'ai retiré de ça. J'en ai raté 6. 6, c'est beaucoup quand même, si le tir loupé dans un match. Mais après coup, j'en ai parlé pas mal avec mon préparateur mental en disant mais ça m'énerve parce que j'ai loupé des shoots à des moments où je sentais que je manquais de lucidité, que j'étais un peu cramé. Et comment je peux faire en sorte de les mettre ceci quand tu es fatigué, quand tu as vraiment une dose de fatigue et que tu as répété beaucoup de shoots. Et j'étais frustré parce que j'ai loupé des shoots que normalement avec des grands angles normalement que je maîtrise. Et ça faisait quand même 6 échecs. Et en fait, tout le monde me parlait des 19 buts. Moi je suis resté sur mes 6 échecs. Comment justement euh, essayer de gommer ces échecs-là. Et parce que c'est un exercice, c'est pas facile. Prendre 25 shoots dans un match, ça arrive rarement, mais ça peut revenir. Et donc, comment essayer d'améliorer ça? Et c'est plus là-dessus. Alors, tout le monde va me dire, mais attends, mais quand même, ça, tu peux être content. À l'époque, j'avais un coach, Eric, qui m'a fait très vite qu'on fait comprendre qu'il fallait passer à autre chose. Et en fait, le record, il était très vite derrière, c'est anecdotique. Et on avait gagné que d'un but, Ouais. alors qu'on gagnait pendant le match, on était à plus 6, plus 7. On fait pas un bon match. Donc, c'est anecdotique. Tu penses que c'est une des clés pour progresser, même si effectivement tu as mis 19 buts, tu en as manqué 6? Pas trop se gargariser de cette performance, mais plutôt de se focaliser sur j'en ai quand même loupé 6, c'est pas anodin, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour les mettre? Tu penses qu'avoir cet état d'esprit, c'est selon toi l'une des meilleures manières de faire pour continuer à progresser malgré le fait qu'on ait des bons résultats ou pas? Bah déjà, on est dans un sport co, donc et moi parler d'une performance individuelle, déjà, c'est pas, c'est pas ce qui est le plus important. Et c'est vrai que j'en ai rigolé parce que alors oui, c'est bien, il y a eu un moment, forcément ça a fait parler, il y a eu un moment, mais et c'est là où c'était marrant parce que mon coach, voilà, il n'avait pas voulu forcément qu'on en fasse des tonnes et il avait raison parce que c'est pas le plus important, c'était une performance individuelle. Et du coup, moi après coup, je me suis dit bon, oui, bah qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Et c'est toujours important de tirer de ces. Là, on peut dire que c'était une expérience positive, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Et moi, quand j'ai fait l'analyse de ça, j'ai revu le match, j'en ai tiré les 6 échecs. Et ça me permet de progresser et de continuer d'avancer. Donc moi, c'est ma manière de faire. C'est même dans le positif, prendre le négatif et essayer de le mettre encore plus positif. Et ça va à l'inverse. Il y a des fois des matchs où j'ai fait 0 sur 9, mais comment je peux éviter de refaire un 0 sur 9? Voilà. Et ça, dans le haut niveau, on est obligé. Cette remise en question, elle est primordiale. Okay. Bon, bah, on va plus aller sur le côté collectif et plutôt le côté palmarès en club. Tu as été vainqueur de la Coupe de France en 2019, finaliste de la Coupe de la Ligue en 2022. Tu as été aussi, bon là on est sur la distinction individuelle, mais meilleur ailier droit 2023-2024 de Lidl Star League. Tu vas à Montpellier l'année prochaine. Est-ce que dans tes objectifs, il y a de gagner le championnat de France? Est-ce que c'est quoi tes objectifs de carrière en club? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Bah forcément, quand on va dans un club comme Montpellier, on sait très bien l'héritage, on sait très bien aussi les objectifs. Alors les objectifs, ils sont forcément élevés et forcément, ça en ligne de mire, c'est le titre et le championnat et d'accumuler des titres et de gagner des titres. Et ce qui est bien, c'est que il y aura également l'aventure européenne qui va être excitante à jouer. Et quand on est dans un club comme Montpellier, bah, on a envie de gagner des titres et voilà, on y va pour ça aussi. Donc je réponds un peu à la question de cette manière, c'est que bah,
pour moi, c'est naturel quand on va dans un club comme Montpellier de vouloir gagner des titres. Et moi, c'est sûr que j'en ai gagné avec Chambéry et j'en suis fier. Et c'est ce qu'on retient en fait. On retient les titres et aussi justement ces expériences collectives. Et les titres, ça forge des souvenirs et c'est pour ça qu'on joue. Ça marche. Parlons-en des titres. J'ouvre le chapitre équipe de France. Donc, comme je disais en intro, tu as été médaillé d'or au championnat d'Europe jeune en 2016, médaillé d'or au championnat du monde jeune en 2017 et médaillé d'or également au championnat du monde junior en 2019. Parle-nous un peu de ces expériences avec les équipes de France jeunes que tu as connues. Voilà, quand je parlais d'expérience collective, ça en est le parfait exemple. On était une bande de copains et de jeunes. On a sacrifié nos étés de 15-16 ans. On commence avec les Foges, c'est un peu les JO jeunes. À 15 ans, on commence tous ensemble et je crois que c'était 15 ans, si je dis plus 15-16 ans, je n'ai plus trop les dates en tête, mais on commence les Foges et on commence par une prépa et c'était notre toute première prépa et c'est là où on a construit le groupe. On a gagné les JO jeunes, on les gagne ensemble avec la remise des médailles, avec les anneaux, avec tout. Et là on s'est dit waouh, c'est incroyable. Et en fait on avait eu soif du coup de gagner d'autres et du coup on se retrouvait chaque été on se remettait des prépas dans la gueule entre guillemets et pour gagner. Et on avait soif de victoire et on a pratiquement tout gagné parce qu'on avait cette envie là collectivement de se créer des souvenirs et on a des souvenirs maintenant dès qu'on se revoit. Dès qu'on joue en Star League on a à cœur de se voir et de parler et de discuter parce qu'on a forgé ces liens qui sont importants et c'est ça le plus important. On a quand même fait des sacrifices parce que quand tu es jeune et que tu fais pas tes étés de tes 16 à 22 ans, tu n'as aucun été. C'est pas que tu n'as aucun été, mais tu fais moins la bringue que tes copains qui sont au lycée avec toi parce que toi, tu as des envies de titres. Déjà tu gagnes en maturité et en même temps tu sais pourquoi tu le fais et ça c'était vraiment des super souvenirs c'était pas été facile hein, mais c'était des super souvenirs. On en reparle maintenant avec Mapou, avec Godin, Kiefer, tous ces mecs là. On s'est dit c'était une super aventure, super expérience, ça restera gravé. Je fais le pont avec Léa, l'équipe de France Senior A. Tu as fait ta première apparition en janvier avec eux au tournoi de France de Strasbourg. Raconte-nous un peu l'ambiance du tournoi qui a été assez festive et la préparation à la maison du handball, comment ça s'est passé, comment toi tu t'es senti et voilà ce que tu en as retiré de cette expérience. Forcément, quand tu atteins l'équipe de France A, forcément c'est super. J'étais fier et honoré. Hein. Mais c'est toujours complexe. Je suis rentré et j'ai eu la nouvelle assez rapidement et tout s'est vite passé. Et j'ai eu et du coup tu as forcément une dose de stress et de pression. Et du coup c'était plein d'émotions, plein de choses d'un coup concentrées. Et du coup, ça a été complexe de gérer tout ça. Je me suis super bien senti avec le groupe. Et le groupe, ils ont été formidables parce que c'est jamais facile d'intégrer un groupe. Et l'équipe de France, c'est jamais facile d'intégrer. Et les mecs ont été super et bienveillants avec moi. Et alors, c'est sûr que derrière, après, il y a eu la prépa plus le tournoi. Et c'est sûr que maintenant, ce que je dois en retirer, j'ai des pistes de travail. Ça m'a donné énormément de pistes de travail et j'étais pas forcément satisfait de mon niveau handballistique sur le stage parce que je me suis mis tellement de pression que j'ai eu du mal à me libérer. Mais je pense que c'est tout à fait normal quand on arrive dans un premier stage. Et maintenant, ça me donne juste une envie, c'est de retourner au travail avec vraiment des pistes de travail, quoi. Et c'est le plus important. Et pour y retourner parce quand on le porte une fois, on a envie de le porter plusieurs fois. T'as continué à échanger avec ton préparateur mental pendant le stage de l'équipe de France ? Oui, forcément, on était en relation, mais il m'a laissé vivre le truc et je pense que c'est important de vivre la chose, même si on fait des erreurs. Moi, je pense que forcément, maintenant avec du recul, je suis pas satisfait forcément pas très satisfait de moi dans le sens d'un point de vue handballistique, mais je pense parce que je me suis mis tellement de pression que forcément ça a joué et j'ai pas réussi à me libérer. Et je pense que c'est normal. C'est un processus qui est normal. Et maintenant, il faut que j'arrive à me libérer. Là, si j'y retourne, il faut que j'arrive à me libérer. Et j'espère y retourner. Et ça donne envie de travailler encore plus dur pour y retourner. Et le capitaine Ludo Fabregas qui te lève soulever le trophée devant ton public strasbourgeois, raconte-nous ce moment. Ça a dû être assez émouvant. Forcément, déjà, je joue devant toute ma famille.
mes frères, cousins, grands-pères, tout le monde était là, et toute ma famille, mes amis. Donc c'était quelque chose de particulier, en plus de porter ce maillot et de chanter l'hymne devant tout le monde, quoi. Et de marquer mon premier but. Alors ça a été une explosion de joie. Derrière, encore une fois, comme j'ai dit, c'est le groupe super bienveillant, super cool. Ils me donnent le trophée pour que je le soulève. C'est des belles images, et c'est des belles valeurs en fait, et c'est les valeurs du handball, et c'est super beau, et c'est pour ça que ouais, c'est un super groupe, et vraiment pour ça ils ont été super. J'ai attentivement scruté les 15 minutes que tu as joué contre la République tchèque. Donc très rapidement, tu vas prendre un tir sans angle et tu mets un tir sur un beau Chabala. Derrière, j'ai vu effectivement que tu n'avais pas énormément touché de ballon. Et c'est un peu peut-être la problématique entre guillemets que peuvent avoir certains ailiers de pas, sur certains matchs, de ne pas être nourris énormément de ballons. Comment ça se gère ces situations? Est-ce que tu te dis, bon, bah, le jeu passe essentiellement par la base arrière et il faut juste que je sois là au moment opportun? Ou est-ce que dans la relation avec les coéquipiers, il n'y a pas quelque chose à travailler pour essayer de potentiellement orienter un peu plus le jeu par rapport aux qualités que toi tu peux apporter? Après, c'est le handball, et le handball moderne, ça varie tout le temps. C'est-à-dire que comme je peux prendre l'exemple de Chambéry, il y a un match où je peux prendre 10 shoots, un match où j'en prendrai pas, parce que tout dépend de ce que l'équipe adverse ont décidé, et si ça ferme pas. Ça peut varier tellement, et ce qui est dur dans le poste d'ailier, c'est d'être concentré, d'être tout le temps concentré, parce que le ballon il peut arriver à n'importe quel moment, et il faut être prêt à prendre le tir, il faut être prêt à prendre le tir selon l'angle que tu as, avec tes appuis, en termes de motricité. Donc voilà, ça c'est dur. Et la concentration, elle est dure. Et forcément, tu noues des affinités et de la confiance avec tes coéquipiers. Et plus tu joues avec eux, plus ils vont avoir sûrement confiance en toi, et ils vont te lâcher les ballons. Et ils vont savoir, bon, si je la mets à Ben à ce moment-là, il va y aller avec sa langue. Et moi, je dirais sûrement kung fu. Donc c'est des affinités à créer. Et ça, des fois, ça prend du temps. Mais c'est un poste particulier. On ne touche pas beaucoup de ballons pendant le match. Moins que sur la base arrière, donc on a moins des situations pour se mettre dedans, et des fois 2 shoots dans le match, il faut répondre, il faut être efficace sur 2 shoots dans le match, et c'est pas facile. Et je te vois un moment échanger avec Dikamem qui t'appelle, il te dit quelque chose et tout de suite après tu rentres en deuxième pivot. On parlait de relations, j'imagine que c'est des systèmes qui sont préparés. Est-ce que tu te rappelles de ce moment? Ouais, j'ai aussi un moment où pour la défense, j'ai un rappel où ils font une annonce. Avec une rentrée de deuxième pivot, et il me dit tu vas défendre comme ça. Et en fait, c'est là où c'est super, c'est qu'ils sont dans l'échange, ils sont beaucoup dans l'échange, et ils te guident. Quand tu es nouveau, forcément tu n'as pas les repères, et tu joues avec des nouveaux joueurs, hein. Moi j'avais pas de repères, j'ai des repères à Chambéry, mais les repères en équipe de France c'est encore différent, et ça prend du temps, et il y a des affinités, et c'est là où voilà, Dika sur le moment il m'a dit je le sens comme ça, fais ça, et c'est vrai que voilà, et ça marche, et du coup il te met en confiance, et c'est beaucoup d'échanges, et dans un sport co c'est primordial la communication, et ça permet d'avoir confiance les uns envers les autres. Et je t'ai vu quand même aussi animé d'une belle énergie quand sur une contre-attaque tu vas stopper, enterrer Daniel Blaha qui fait quand même 2m12, 105 kg versus 1,87, 78 pour toi. On sentait quand même l'énergie, l'envie de bien faire sur ce moment-là pour aller se frotter un gros Golgoth comme ça quand on est plutôt ailier. Ouais, il y a peut-être je débordais d'énergie, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de bien voilà, de faire les choses bien. Je me suis pas attaqué je suis pas attaqué au plus petit. Alors c'est marrant parce que j'ai essayé d'attraper son bras, et son bras il était tellement haut que j'étais obligé de sauter pour l'avoir. Mais voilà, non, c'est sûr que j'avais vraiment envie de bien faire, et je me suis peut-être pas attaqué au plus petit. Mais voilà, des fois l'envie ça suffit. Donc sur le poste d'ailier droit, donc il y a Yann Islen qui truste quand même le poste depuis très très longtemps, mais qui était blessé sur cette préparation et sur ce mondial. Derrière, il y avait Benoît Kounkoud et Julien Boss, donc qui eux sont partis au mondial. Il y a une place qui s'est libérée parce que Valentin Porte aussi a pris sa retraite internationale. Quelles sont les raisons qui, selon toi, font que c'est plus Benoît et Julien qui ont été pris par Guillaume Gilles? Est-ce que toi, c'était
clair un peu dès le départ, c'était plus de la découverte et puis pour mettre un premier pied pour éventuellement voir pour la suite. Comment tu l'analyses toi aujourd'hui, finalement cette fin de préparation après un match contre la République tchèque? C'est une question complexe parce que déjà c'est une sélection. Et moi, j'ai été appelé en renfort pour être là avec le groupe, et notamment pour de la découverte, parce que je découvre tout un fonctionnement, une organisation et une équipe et un projet de jeu. Forcément, et Julien, il avait déjà connu ça avant et il avait de l'avance là-dessus. Et Julien a aussi on n'est pas du tout le même profil de joueur. Et Julien Ils défendent sur les postes défend 2, numéro 2. que ce Et ça, soit Benoît et Julien. Voilà, et dans un point de vue tactique, il y a aussi une sélection qui se fait par rapport à de la tactique. Alors il y a tout ça qui fait que moi je pense que j'étais déjà appelé pour découvrir le fonctionnement et le groupe. Et voilà, et c'est sûr que quand on est sportif de haut niveau, on ne se satisfait jamais d'une situation d'une non-sélection par exemple. Mais je venais de découvrir le groupe, moi j'ai pris que le positif que j'allais apprendre, j'ai croqué à pleines dents l'expérience, et forcément maintenant après coup on a envie d'y retourner, et on a envie la prochaine fois j'aurai forcément, j'espère pouvoir figurer un jour sur d'une liste qui part au mondial ou une compétition, mais chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop pressé, il faut faire les choses dans l'ordre, et progresser aussi, et montrer. Et ça prend aussi du temps. Donc voilà, et je pense que mon aventure montpelliéraine va sûrement m'aider là-dedans aussi. Tu as pu échanger un peu avec Guillaume Gilles sur ton rôle, en tout cas sur ce stage, et peut-être sur des points que toi tu pouvais progresser pour prétendre potentiellement à une place vraiment dans le groupe France à terme? Il y a eu de l'échange forcément, mais il faut rappeler qu'on est là pour le collectif, hein. On est là pour l'équipe de France. Moi j'étais là pour aider l'équipe de France comme je pouvais, on va dire. Et il préparait un mondial, j'étais là pour me donner à 100% pour préparer ce mondial. Et voilà, et il y a eu de l'échange forcément, et il était content que je découvre le groupe. Il était content aussi pour moi, parce que forcément première sélection, premier but, et en plus à Strasbourg devant chez moi, forcément c'était super. Mais donc voilà, il y a eu d'échanges, et moi je sais personnellement, je sais ce que je dois faire pour progresser et pour prétendre. Ok. Je voudrais revenir un peu sur le contrat que tu as signé de 3 ans à Montpellier. Tu vas t'associer à David Balaguer qui a été recruté aussi. Est-ce que ça va te permettre de passer un cap? Comment toi tu vois cette nouvelle saison? Participation potentielle à la Ligue des Champions en fonction des résultats de Montpellier cette année. Comment tu vois ce futur objectif? Comment tu appréhendes ce qui va se passer l'année prochaine? Alors, c'est un peu dans la continuité de ma carrière, de ce que je voulais. Forcément, j'ai envie de jouer, de participer à la Coupe d'Europe, et voilà, et de jouer les premiers rôles en championnat. J'intègre forcément un collectif, donc il y aura forcément un temps d'adaptation, et c'est une nouvelle étape dans ma carrière. Et 7 ans à Chambéry, quitter Chambéry, ça va être aussi tout nouveau pour moi. Donc voilà, il y aura plein de choses, plein d'étapes c'est une étape, et dans cette étape-là, il y a plein d'étapes à passer, et voilà, il y aura forcément un temps d'adaptation, et avec un nouveau collectif, des nouvelles découvertes, des nouveaux coéquipiers, et voilà, ça prendra le temps que ça prendra. J'espère le plus vite possible pour être le plus performant possible, très vite. Mais donc voilà, moi je suis forcément excité à l'idée de rejoindre Montpellier, à l'idée de jouer sur plusieurs tableaux. Mais avant tout, il y a déjà plein de choses à faire dans les prochains mois avec Chambéry. C'est aussi complexe, hein, c'est quand on quitte un club, mais il y a déjà l'aventure à finir. Et celle-là, pour moi, elle me tient à cœur. Et notamment aussi, j'ai une petite pensée pour le président, donc notamment aussi pour les derniers échanges que j'ai eu avec mon président, de bien finir cette aventure. Parlons un peu matériel. Donc, tu joues aujourd'hui avec des chaussures Mizuno, les Wave Mirage. C'est quoi tes critères de choix pour les paires de chaussures, et pourquoi tu joues aujourd'hui avec ce modèle-là?
Alors, ouais, ça fait déjà quelques années que je joue avec Mizuno, hein. Moi, ce que je recherchais de base, c'était un mixte entre légèreté et maintien. Et c'est jamais facile de trouver un mix comme ça parce que quand on est joueur, on a des spécificités par rapport à nos postes et aussi à notre façon de jouer. Et moi, je suis quelqu'un qui adore me projeter vers l'avant, de courir et voilà. Et donc, j'avais besoin de chaussures plutôt, on va dire, légères. Je ne voulais pas avoir des gros sabots aux pieds. Donc, la Mirage, pour moi, elle me permettait de répondre un peu à ça, avoir de la légèreté, de la stabilité et du confort en fait. Voilà. Et tu as testé, j'ai vu que sur beaucoup de vidéos, tu as joué aussi en Kempa Winglight par le passé. Quelles sont toi les chaussures que tu as testées dans ta carrière de joueur et celles que tu as préférées? Moi j'ai testé pas mal de modèles. Après, si je suis en contrat avec Mizuno, c'est que je me sens bien avec Mizuno. Euh, Moi je suis pas un grand adepte du changement de chaussures. C'est-à-dire que moi par exemple, il y a des joueurs qui ont plusieurs paires avec des fois plusieurs marques différentes. Moi j'adore avoir ma paire de chaussures. Et cette paire de chaussures là, même en ayant possibilité d'avoir plusieurs modèles ou même plusieurs mirages par exemple et jouer faire une semaine avec celle-ci, une semaine. Moi je peux pas. Moi, je suis quelqu'un, T'as une j'ai paire ma paire et et je vais la consommer jusqu'à que je sente elle est trop usée et qu'il me faut une nouvelle. Mais du coup voilà, moi j'ai besoin de mon confort dans ma basket et donc je suis dans des mirages et je suis très bien dedans donc je change pas et je continue comme ça. ça marche. Est-ce que tu joues avec d'autres accessoires ou pas Ça dépend. Comme tu peux le voir, des fois il fait un peu froid là dans la salle, tu vois, il vient de mettre la clim, mais il y a des fois des courants d'air, donc ouais, non, ça m'arrive des fois de jouer avec un peu des sous-maillots, sous-shorts pour la chaleur corporelle et tout ça, mais plus par confort hein, de chaleur que par autre chose, que par nécessité. Après le handball, est-ce que tu as déjà réfléchi à l'après-handball? Dans quoi potentiellement toi tu pourrais te reconvertir derrière? Ou c'est une question à laquelle tu as déjà réfléchi ou pas du tout aujourd'hui? On n'est pas comme on n'est pas comme au foot. Nous, on doit forcément travailler. On doit travailler plus tard, à la fin de notre carrière. On doit avoir, voilà, on doit forcément avoir une deuxième vie. Et ça, c'est une question que je me suis posée le jour où je me suis fait le croisé. J'avoue que j'ai pas mal relativisé, je me suis pas mal remis en question sur ce point-là. Et derrière, j'ai entamé des études et des études à distance. Et là, je vois enfin un peu le bout du tunnel de ces études. Là, j'ai bientôt arrivé à la fin. Ça a pris pas un paquet d'années, mais c'est pas mal c'est très bien aménagé et c'est à distance. Donc j'ai réussi à jumeler les deux et tout en étant performant dans les deux. Donc voilà. C'est des études dans quoi? Je suis en école de commerce, moi je suis à l'EM de Grenoble. Ok. Et là je suis en master 2 du programme Grande École. Ça traite ouais, de management et de pas mal de choses. C'est assez général. Et donc ça me permettra à la fin de ma carrière potentiellement de peut-être faire un master spécialisé dans un domaine précis, peut-être dans la gestion de projet et l'innovation, sûrement. Donc voilà, c'est pas mal de débouchés. Et ton emploi du temps de handballeur professionnel te permet de suivre ces cours en Voilà, e-learning ouais, j'ai permis en e-learning, là ça me permet d'avoir là dans sûrement un an, j'espère, un bac plus 5. Ok, cool. Des petites questions un peu plus légères et peut-être plus rapides. Si tu pouvais modifier une règle de hand juste pour t'avantager, ce serait laquelle? Une grosse connerie, le tir dans la tête des gardiens. Non, mais ça a du positif, mais pareil, il faut mesurer. Quand tu rates un chab et que ça touche 3 cheveux d'un gardien et qu'on te met 2 minutes, des fois je trouve ça un peu exagéré. Mais par contre, je dis pas, ça a du positif parce qu'il faut protéger les gardiens et notamment sur les gros tirs dans la tête où ça peut faire des traumas derrière. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais du coup, cette règle, elle est un peu biaisée. Ok. Si tu pouvais voler le talent d'un joueur, ce serait qui et ce serait quoi comme talent? Ouais, il y en a plein de joueurs qui ont des talents où tu dis, tu parles du 1 contre 1 de Narcisse, tu parles de la détente d'Abalo, tu parles, voilà, et le caractère que pouvait avoir sur le terrain au Meilleur, cette grinta, voilà, t'as plein de joueurs qui sont inspirants, Nico Karabatic, voilà, tu vois, c'est des joueurs qui sont super inspirants. Moi, j'adore prendre plein de choses de plein de joueurs. Ok. Et d'essayer de le. Après, voilà, il y a toujours le truc de s'approprier. Et la détente d'Abalo, ça va être compliqué de me l'approprier. Voilà.
pense qu'il a beaucoup bossé. Ouais. Une chanson pour te motiver avant le match? Là, moi, j'avoue que je suis pas le DJ du vestiaire. Mais moi, en ce moment, j'aime bien écouter c'est le morceau Rasputin. Mais c'est ma musique du moment en ce moment. Ok. Est-ce que tu as déjà fait une action tellement improbable que même toi, t'y croyais pas? Improbable comme action. Ouais, j'ai déjà sûrement dû mettre un but de la mauvaise main ou un truc comme ça, tu vois. On en rigole souvent. Je crois qu'une fois j'ai marqué un but un peu de loin et Scoubé il m'avait regardé en mode ouais, bravo, mais c'est la dernière fois que tu le tentes, ça. Donc ça c'est marrant. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu sur le handball? Ah, il y en a pas mal, hein. Mais j'ai envie de dire prendre du plaisir. Je pense que c'est la notion que des fois on oublie quand on est professionnel, mais ouais, prendre du plaisir. C'est un jeu, hein. Prendre du plaisir. Et quel est le meilleur conseil que tu aimerais donner à un jeune handballeur et qui voudrait progresser? C'est celui-là que je viens de vous dire, hein. J'ai envie de te dire, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu, donc c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. C'est prenez du plaisir, prenez vraiment beaucoup. C'est un jeu, on a forcément envie de gagner, mais ça reste un jeu. Et dans la vie, il se passe des choses plus graves, donc prendre du plaisir parce que c'est un jeu avant tout. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés au cours de l'interview et que tu estimerais importants et que tu aurais envie de partager à l'audience? Bah non, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Voilà, si tu disais tu parlais d'être professionnel, alors on voit beaucoup des fois le bon côté, il y a aussi des côtés moins bien, il y a des côtés plus durs, il y a beaucoup de déplacements, on voit un peu moins nos familles, il y a de la distance, il y a des blessures. Donc voilà, il y a l'envers du décor aussi, il y a de la pression, il y a du stress, il y a des mauvaises nuits, il y a plein de choses. Et voilà, donc ça c'est le métier de handballeur, de sportif, c'est un tout. Et c'est pas forcément que ce qu'on voit à la télé, sur les écrans. Que les salles pleines, et voilà. Ça c'est une infime partie voilà, du quotidien. Il y a l'envers du décor qui est pas tout en beau aussi. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, envie de remercier quelqu'un, un message à partager à l'audience, des personnes à remercier qui ont jalonné ton parcours et à qui tu voudrais dire merci aujourd'hui? Bah déjà te remercier pour l'interview d'aujourd'hui. Merci. Voilà, donc Shop Hand. Et Mizuno, très important, qui nous a permis de nous mettre en relation. Mizuno, Chambé, qui nous a permis aussi de faire l'interview, on a déjà dit en début de vidéo. Et tous mes clubs, tous les coéquipiers que j'ai eus, que ce soit Lingolsheim, Strasbourg, Schittigheim, Créteil, Chambéry, tous les coachs que j'ai pu avoir. Et voilà, et tous les présidents aussi que j'ai pu avoir. Je pense à Thibaut, mais je pense notamment aussi à Alain. Voilà, je voulais aussi rendre mémoire à Alain, c'est pour moi important. Et c'était pour beaucoup de personnes, il a été important. Et donc voilà, c'est important de lui rendre hommage. Donc voilà. Et voilà, je pense que je peux finir sur ça. Un petit message pour les supporters de la team Chambé, pour appeler au soutien pour le mois de mars que vous allez vivre, les rencontres que vous allez vivre. Bon, déjà, je veux juste les remercier parce qu'ils sont toujours là et encore ce soir, c'est complet. Donc, juste les remercier et que ça continue parce que c'est une terre de handball et que culturellement, le handball à Chambéry, c'est une vraie histoire d'amour et ça, il faut que ça continue parce qu'on vit de superbes émotions et j'espère qu'on va encore en vivre plein d'ici juin et voilà, donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir voir les matchs, mais ils sont toujours là de toute manière. Un grand merci Benjamin pour ton temps, d'avoir accepté de partager tout ça avec moi à mon micro. Si vous avez apprécié cette interview, je vous invite à nous l'indiquer en commentaire. Si vous avez des questions à poser à Benjamin, vous pouvez le faire en commentaire. Peut-être qu'il y répondra, ou en tout cas, je lui transmettrai si vous avez des questions. Je vous invite à vous abonner pour être tenu informé des prochains contenus que je publierai sur la chaîne. Si par ailleurs vous voulez approfondir d'autres interviews, j'en ai déjà réalisé une notamment avec Gabin Martinez, le joueur de l'arrière de l'USDK. Je vous remettrai le lien en description afin que vous puissiez aller la visionner également. Encore un grand merci Benjamin, bonne convalescence, mais t'es sur la fin, tu vas bientôt pouvoir retrouver les terrains en compétition et je pense que ça va faire plaisir à tous les amoureux du handball
de te revoir sur le terrain. Bonne continuation pour la fin de saison à Chambéry, pour le Montpellier Handball l'année prochaine et pour les 3 prochaines saisons. Je peux que te souhaiter de continuer à progresser, d'essayer de t'installer durablement en équipe de France. C'est tout tout le bonheur que je te souhaite. Et voilà, encore une fois, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Hop. On va faire un petit clap de fin. On est bon dans la coupe. Ouais. C'est parfait. C'est toi qui gères. Hein. Hop.